le plaisir, suite à la conférence d'hier, de refaire cette présentation sur la structuration de filières d'approvisionnement hors France, puisqu'on parle, comme je le disais moi ce matin dans ma présentation ce matin, l'origine France est un des gros leviers qu'on a vu se développer cette année, mais voilà, l'Origine France ne suffit pas et il se passe aussi des belles choses ailleurs et c'est important de bien connaître ces filières. Donc on a la chance d'accueillir Alexandra Farnos, qui est une spécialiste depuis 20 ans des filières sud-européennes. Et Marc Montluçon, directeur d'FRDP, qui travaille justement avec des producteurs espagnols sur les fruits et légumes également. Je vous laisse la parole. Merci Gaëlle. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la structuration d'une filière d'approvisionnement en fruits et légumes frais en Espagne. Donc le thème de l'Espagne, parler de l'Espagne sur un salon du bio en France, c'est un challenge, mais justement c'est pour montrer ce qu'il se fait en Espagne et comment on peut structurer une belle filière en Espagne en fruits et légumes. Et Marc sera mon témoin parce qu'il travaille sur la filière aussi. Alors ça c'est quelques photos. Donc moi je me présente, je travaille dans le bio depuis 98. J'ai un cabinet de conseil depuis 2004 et donc je travaille avec des clients qui soient à la fois distributeurs ou producteurs. Et la base de mon travail c'est justement la structuration de filières amont ou aval et les audits de producteurs. Donc là, quelques photos, parce que quand on parle Espagne, on pense souvent Almeria, mer de plastique, on pense désert, manque d'eau. Et là, c'est 3 photos un petit peu pour montrer la diversité qu'il y a en Espagne. Donc la première, c'est dans la région de Lérida. C'était au printemps, dans les fruits à noyaux. La deuxième, c'est à Valencia, un producteur de fruits à noyaux et de kakis qui a installé dans toute sa propriété des hôtels à insectes et des petites mares pour les oiseaux, pour que les oiseaux puissent venir aussi boire pendant l'été. Et la troisième, ce sont des salades dans la région de Murcia. Donc je me suis présenté déjà, donc je reviendrai pas là-dessus. Donc la situation de l'Espagne, en fait, pourquoi l'Espagne est un pays très important? Parce que c'est quand même le 3e producteur de bio au monde, après l'Australie et l'Argentine. Par contre, et là, vous voyez l'évolution des surfaces en 2000, donc en 20 ans, on est passé de 380 000 hectares à 2,5 millions d'hectares. Donc ça, ce sont des chiffres après pour montrer l'évolution. Ça, ce sont les producteurs espagnols, donc les producteurs primaires représentent 36%, et ce qu'on appelle l'industrie, c'est-à-dire les producteurs et ceux qui confectionnent représentent 70%. Donc les principaux pays de production, on le verra sur le deuxième tableau. Vous avez bien sûr l'Andalousie, vous avez Castilla-La Mancha, sur cette zone-là, la zone sud, Albacete et Ciudad Real, vous avez Murcia, et vous avez la Catalogne et l'Extremadura. Donc je le détaille après. Donc voilà, ça ce sont vraiment les produits frais. Donc ça comprend pas les céréales. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a des serres, on a du plein champ et on a beaucoup d'arbres fruitiers et d'agrumes. Donc ça c'est les superficies par région. Donc vous voyez les photos. Cette photo-là, c'est prise aussi, c'est dans le delta de l'Èbre. C'est un producteur qui fait qui a que du plein champ. Donc là, c'était des poireaux. Il a des poireaux, des courgettes, des oignons. Je parle de dizaines et de dizaines d'hectares. C'est un gros producteur et qui a fait le choix de la biodiversité dans ses champs. Le delta de l'Èbre, c'est une région où il y a beaucoup d'eau, donc ils n'ont pas de souci d'eau, et tous ces champs sont comme ça, avec des hôtels à insectes, des endroits pour la faune et une flore très diversifiée. Donc ça change de ce qu'on voit d'habitude, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, ça change de ce qu'on nous montre d'habitude de l'Espagne. Donc là c'est pareil, c'est chez ce même producteur. Alors l'Espagne, premier producteur européen, 3e producteur mondial et avant-dernier consommateur de bio en Europe. Donc l'Espagne traditionnellement a une vocation à exporter. C'est pour ça aussi que l'Espagne est précurseur dans de nombreux domaines dans la production. Mais en termes de consommation, c'est très faible. Donc l'Espagne travaille là-dessus, le gouvernement espagnol travaille là-dessus à faire mieux connaître la filière bio et la filière fruits et légumes en général d'ailleurs.
Donc l'objectif de l'Espagne, c'est d'avoir 25% de sa surface agricole utile en bio. Donc on voit que la Catalogne n'est pas loin, l'Andalousie aussi. Alors, la structuration de filière. Pourquoi l'Espagne? Alors l'Espagne, je travaille avec la France, je travaille avec l'Espagne, je travaille avec l'Italie et aussi avec quelques pays du nord de l'Europe. L'Espagne, les avantages de l'Espagne, c'est que vous avez une grande diversité de production. Vous avez quasiment tous les produits, des exotiques aux choux, des agrumes aux pommes. Vous avez vraiment tout dans toutes les régions d'Espagne et à toutes les saisons. C'est-à-dire que vous avez des productions qui vont commencer dans le sud pour remonter après vers le nord, pour repartir après vers le sud. Un niveau de qualité très élevé. La qualité des produits espagnols est vraiment très élevée et la qualité des stations et des productions est aussi très élevée. Et donc la disponibilité grâce aux différents bassins de production. Les inconvénients, c'est principalement le déficit d'image, c'est-à-dire une image mal connue de la production, une image déformée. On voit que quand on voit des reportages, bien souvent c'est pour montrer tout ce qui se fait de mal en Espagne, mais on ne montre jamais ce qui se fait de bien. Et sincèrement, ce qui se passe en Espagne au niveau de l'immigration ou au niveau de la fraude des fois, c'est ce qui se passe aussi en France, c'est ce qui se passe en Italie, c'est ce qui se passe en Allemagne, ça se passe un petit peu de partout, mais traditionnellement, il y a cette tradition d'aller contre l'Espagne. Donc mon but en moi, c'était pour montrer qu'on peut faire une belle structure, une belle filière en Espagne. Il y a des problématiques sociales qui sont effectivement l'immigration et le travail clandestin. L'immigration, c'est un problème européen, pas simplement espagnol, mais l'Espagne est très touchée, de même que l'Italie, par exemple. Et les questions environnementales, qui sont les questions de l'eau et les questions de plastique. Alors, la question qu'on me pose toujours, on me dit toujours, mais l'Espagne, c'est pas bio. L'Espagne, ils font pas du bio. Puis l'Espagne, ils font pas le même bio que nous en France. Donc, je rappelle que tous les pays européens sont soumis au même règlement européen. Donc, il n'y a pas de changement. Après, dans chaque pays, en Espagne, il y a 17 régions autonomes. Les 17 régions autonomes ont chacune des organismes de certification attitrés. Un qui dépend du ministère de l'Agriculture et des organismes privés. En France, on a aussi une dizaine d'organismes privés. Donc ça, ce sont tous les organismes de contrôle en Espagne. Et par comparaison, en France, il n'y a pas qu'un organisme de contrôle, on en a 10, et même 12. Alors la structuration, en fait, on part du client. On part du client, bien sûr. C'est l'identification de ses besoins, l'étude de la filière de production, la mise en adéquation des besoins du client et du producteur, et on met en place la structure. Donc là, c'est plus détaillé. Moi, je vais vous parler principalement de cette partie-là, parce que toute cette partie d'étude du client, identification des besoins et mise en adéquation, ça c'est la partie très importante. C'est-à-dire que pour monter une bonne filière, il faut qu'il y ait tous ces éléments qui soient bien cadrés. C'est-à-dire il faut trouver les producteurs qui ont les bonnes structures, les certificats, les certifications, qu'ils soient audités, qu'ils aient aussi d'autres certificats que certificats bio. Je vais vous en parler. En Espagne, il y a des certifications sociales et environnementales qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays. Donc, les certifications. Donc, InterEcoWeb, c'est l'organisme qui regroupe tous les cahiers, c'est-à-dire tous les organismes de certification du ministère de l'Agriculture. Et ensuite, il y a tous les autres privés que je vous ai montrés. Alors, il y a 2 certifications sociales importantes en Espagne. Il y a GRASP, qui est le module de Global Gap, qui est sur la partie sociale. Et il y a aussi un nouveau module qui s'appelle Ecovalia, qui a été mis en place par le CAE Andalousie, et qui est une certification sociale qui garantit que les travailleurs sont respectés, que le droit du travail est respecté, que les salaires sont respectés, que le droit à l'embauche est respecté, la mixité, etc., etc. Et comment se fait ce contrôle? Je le sais parce que je fais les pré-audits pour justement des producteurs pour qu'ils aient cette certification. C'est que ils vont voir dans les comptes bancaires des sociétés, ils vont voir dans les paiements aux employés, ils vont parler de façon anonyme aux employés pour savoir si ce que dit l'entreprise correspond à ce que reçoivent vraiment les employés. Par exemple, si l'entreprise dit qu'elle paye tous ses employés le 6 du mois, pendant 3 mois ou 4 mois, on vérifie que le 6 du mois, tous les employés sont payés. S'ils sont pas payés, c'est que l'entreprise ne fait pas ce qu'elle dit et donc n'a pas la certification jusqu'à ce qu'elle se mette en accord avec ce qu'elle dit.
Ensuite, il y a au niveau de l'environnement, moi je travaille beaucoup avec la certification Spring, je travaille aussi avec le WWF qui travaille sur l'empreinte hydrique en Espagne. Mais Spring, c'est aussi un module de Global Gap et qui étudie justement comment les producteurs agissent sur les ressources en eau qu'ils ont, comment ils réduisent leur impact hydrique et comment ils s'adaptent justement aux besoins de la communauté. Parce qu'il n'y a pas que la production d'eau pour les producteurs, il faut aussi qu'il y ait assez d'eau pour la communauté. Donc, quand les producteurs ont une certification Spring, et il y en a pas beaucoup, mais ça vient, on est en train de le mettre en place, ça veut dire que le producteur vraiment fait très attention à ça. Il y a aussi beaucoup de travail qui se fait en Espagne sur l'eau, c'est-à-dire que les organismes de certification travaillent avec des entreprises d'irrigation pour mettre en place des systèmes de sondes dans des cultures qui sont très délicates et très demandeuses en eau, par exemple sur les baies, les fraises, on va dire, sur les avocats. Et donc, maintenant, les producteurs mettent des sondes dans leurs exploitations pour vraiment irriguer à la goutte près. Quand je dis à la goutte près, dans les fraises, c'est ça. C'est l'ordinateur calcule exactement les besoins en eau. Ce sont des sondes qui peuvent être à 50 cm de profondeur. Ça calcule les besoins en eau et ça donne vraiment l'eau nécessaire. Donc il y a des réductions immédiates, au moins de 30% de l'eau. D'autres producteurs travaillent aussi sur le compost, en recyclant tout ce qu'ils ont sur leur ferme. Pareil, avec en ajoutant ce compost, ils économisent entre 20 et 30% d'eau, sans compter aussi les produits phyto qu'ils ne mettent plus. Donc il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait au niveau de l'eau. Et je crois qu'hier tu me disais justement quelque chose au niveau de l'eau, Marc. Oui, bonjour. Oui, au niveau de l'eau, paradoxalement, l'Espagne est plus avancée que le nord de la France, dans la mesure où ils sont habitués depuis de très longues années à gérer l'eau, qui est un bien rare en Espagne, alors que avec le changement climatique dans le nord de la France, les agriculteurs sont en train de s'apercevoir qu'ils vont devoir irriguer. Mais on ne sait pas trop encore comment faire, puis c'est une décision lourde parce que ça nécessite de gros investissements. Donc la problématique de l'eau en Espagne, on pourrait penser qu'elle est importante, mais elle est extrêmement bien gérée depuis très longtemps. Donc, puisque tu m'as passé la parole, je vais donc me présenter. Marc Montluçon, je dirige la société FRDP. Nous fabriquons des fruits et des légumes bio surgelés depuis 25 ans. On ne fait que du bio. Donc on travaille sur l'Europe très proche, c'est-à-dire qu'on fait des filières en Belgique, en Hollande, en France, bien évidemment, et en Espagne. Et donc pour plus particulièrement sur l'Espagne, on a une petite usine de surgélation à Albacete. Et donc on transforme environ 8000 tonnes de légumes surgelés, ce qui représente pratiquement le double en légumes frais. On fait beaucoup de petits pois, de maïs, brocolis, chou-fleur, oignons, poivrons. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple sur le petit pois, cette année on a mis en place plus de 600 hectares de petits pois entre la région de Murcia et la région de Navarre. Donc c'est des filières effectivement, comme le dit Alexandra, ce sont des filières très très professionnelles. Les Espagnols sont des agriculteurs très professionnels et effectivement ils souffrent d'un déficit d'image dû à des journalistes un peu en mal de sensationnel. Mais je peux vous garantir que travaillant sur l'Espagne depuis plus de 20 ans et faisant énormément d'analyses, puisque 95% des lots que nous commercialisons sont analysés et contrôlés, je peux vous garantir qu'en Espagne, on a des filières merveilleusement fiables et très très efficaces. Voilà. Pour ce qui est de la problématique sociale, elle existe, mais elle existe dans tous les pays d'Europe. Et je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des récoltes dans le midi de la France sur des fruits ou des légumes. Mais quand il y a l'estafette de la gendarmerie qui arrive au bord de la parcelle, comme par hasard, il y a 3 fois moins de travailleurs. Ils sont tous partis en courant. C'est pas parce qu'ils ont peur des gendarmes,
la problématique sociale est présente aussi en France, pas qu'en Espagne. Voilà. Il faut redorer un peu le blason des filières espagnoles qui sont très très professionnelles. Merci Marc. Sur le point suivant, bon, je vous ai mis les laboratoires accrédités parce que les laboratoires doivent être accrédités pour faire les analyses. Par exemple, un type d'analyse qu'on recherche beaucoup en Espagne. Enfin, quand je dis qu'on recherche beaucoup, ça dépend des pays. Je travaille beaucoup avec l'Allemagne, donc systématiquement, on fait des analyses sur les phosphonates. Quand je travaille avec la France, on me dit oui, mais bon, c'est pas obligé, donc on va pas rechercher. Donc c'est un petit peu ça qui est dommage et c'est un petit peu ça que je mets en place dans la structuration, c'est-à-dire que c'est pas de se dire on n'est peut-être pas obligé de le faire. Si, on est obligé de le faire. Il y a quand même un déroulé de ce qui doit se faire sur une structuration et on va pas laisser de côté. Les phosphonates, c'est simple. C'était un fongicide qui est autorisé jusque dans les années 2013 en bio, qui n'est plus autorisé. Il y a encore des dérogations parce que sur certaines cultures, donc sur cultures arboricoles, on peut retrouver des traces, mais infimes. Et quand on trouve des traces au-delà d'un certain niveau, à 0,20 mg par kilo, ça veut dire qu'il y a un produit qui a été de toute façon utilisé, un produit non autorisé qui a été utilisé. Donc en fait, c'est de chercher pourquoi ce produit, est-ce que c'est le producteur ou est-ce que c'est un des intrants qu'il a utilisé. Il se trouve qu'en Italie, comme en Espagne, il y a des intrants, il y a des produits phyto bio qui sont certifiés bio, mais qui ne sont pas analysés. Ils doivent donner la composition, donc ils donnent 95% de leur composition, et en fait, il y a une petite partie qui n'est pas autorisée. Mais ces produits n'étaient pas analysés, ce que je trouve aberrant, parce que si on certifie, ça doit être analysé. Donc le gouvernement espagnol a pris des mesures, c'est-à-dire qu'ils ont créé la norme UNE 65500, qui est en fait une certification des produits phyto. Ça veut dire que pour le moment c'est le cahier Andalousie qui est accrédité. Ça veut dire que tous les produits phyto qui veulent avoir cette norme devront être analysés et certifiés. Donc à terme ce sera obligatoire. Pour le moment c'est pas obligatoire, c'est vraiment sur la base du bon vouloir, mais ce sera obligatoire. Et je pense que ça va assainir le marché et ça va enlever un petit peu tous ces problèmes qu'on peut avoir sur des résidus, mais principalement de phosphonates. Alors, il y a un autre outil, enfin moi j'utilise un outil, et comme la plupart des gens qui travaillent sur l'Espagne, qui est un outil qui est très bien, qui a été mis en place par la Andalousie, par la région d'Andalousie en 2009, c'est-à-dire que vous avez une base de données de tous les certificats, de tous les organismes certificateurs andalous. Et c'est-à-dire que vous avez un producteur va vous donner, bon vous savez comment ça fonctionne, un producteur a un certificat bio, il vous donne un certificat qui a une date de validité, c'est produit. Mais là, en rentrant ces données sur le CIPA, on peut voir si ce producteur, si son certificat est toujours valide, s'il n'a pas été retiré et s'il n'a pas eu un problème. Et ça, on peut revenir sur quelques années en arrière. Donc ça permet quand même de vérifier. Et surtout sur des cultures maraîchères où les certificats changent dans la même année parce que ça dépend de ce qu'ils ont planté. Donc on remet à jour. On a vraiment la mise à jour de leur certificat. Et puis après, le SICPAC, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser parce que j'aime bien voir ce qui se passe vu de l'espace. C'est en fait la visualisation des parcelles des producteurs. Et comme ça, on peut voir où ils sont situés, s'ils sont vraiment situés en dehors des grosses zones de production. Pour un producteur de Arbo, par exemple, un producteur d'agrumes qui va me dire, mais moi, tu sais, je suis situé dans une vallée, il y a que des montagnes autour, il n'y a pas un seul conventionnel, je risque rien. Je vais voir, je regarde et je peux contrôler si c'est bien. Moi, je dis toujours, le contrôle, la confiance n'exclut pas le contrôle. Si on veut que les gens aient confiance, il faut quand même contrôler. Alors, pourquoi structurer en Espagne? Comme je vous l'ai dit, c'est parce que c'est un pays qui est vraiment à l'avant-garde. En Espagne, les producteurs sont habitués depuis des années. C'est quand même l'Europe qui a créé El Herido, c'est l'Europe qui a créé ce bassin de production. Et je pense que si on veut, aujourd'hui, on veut pas. Tu disais hier, on va pas tirer sur l'ambulance. Aujourd'hui, on peut pas dire non, l'Espagne c'est pas bien parce qu'ils ont une mer de plastique et parce qu'ils font ça, ils font ça. Ce qu'ils font, c'est ce qu'on a créé nous en Europe. Donc les Français, les Allemands, tout le monde. Donc aujourd'hui, il va falloir passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, il faut accompagner les producteurs. On a besoin des produits espagnols parce que si on enlève demain les produits espagnols, on mangera pas grand-chose. Donc on a besoin des produits espagnols. Par contre, on a besoin que l'agriculture change. Et il faut aider les producteurs à changer. Donc dans la structuration, ça permet d'apporter aux producteurs aussi
la vision du marché, donc la vision du marché français ou la vision du marché anglais ou allemand, en disant voilà ce qu'on voudrait à 2 ans, à 5 ans, en 10 ans. Et c'est ce qui permet de structurer. Et ce que je dis pour l'Espagne, c'est valable pour l'Italie, c'est valable, j'ai travaillé sur des filières en Afrique du Nord, c'est valable pour tous les pays. C'est-à-dire que c'est structuré, c'est vraiment un travail qui se fait entre l'amont, entre l'aval, entre le client, entre le producteur, et c'est évoluer ensemble. Alors, un outil de travail important pour la structuration, c'est l'audit. Donc, l'audit fait partie intégrante de la partie structuration. Donc, je reviens sur les points de contrôle. Donc, tout ce qui est traçabilité. La balance des masses, bien sûr, la traçabilité en station, comment elle est faite. La traçabilité, c'est aussi les contrôles aléatoires, c'est aussi les contrôles de BL, ne serait-ce que de BL. C'est identifier pour chaque producteur pour chaque station de conditionnement, comment ils font leur traçabilité, comment avec le numéro de traçabilité on revient au producteur et faire des contrôles aléatoires de BL pour voir si vraiment ce qu'ils ont dit ça correspond. Donc contrôle les intrants, les factures, le stockage. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des choses quand même qui sont... Je ne sais pas s'il y a des producteurs parmi vous. Imaginez que j'arrive chez vous et je vous dis « Bonjour, je viens faire un audit et je voudrais contrôler tout ça. Donnez-moi vos factures, ouvrez-moi vos livres de compte, montrez-moi ce que vous avez acheté, montrez-moi vos produits. » Dans un premier temps, j'ai pas été très bien accueilli en Espagne. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé à dire ça, on m'a dit « Mais vous êtes qui? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous voulez ?» Et après, je leur ai démontré que c'était justement dans un but d'amélioration constante. On n'est pas là pour... quand on structure et quand on audite des producteurs, c'est vraiment pour le bien de tout le monde. C'est pour que les choses soient très claires. Donc aujourd'hui, je peux aller chez des producteurs et voir effectivement tout ça. Donc la gestion sociale, j'échange beaucoup avec les employés, savoir comment ils sont traités. Ça se voit aussi, il n'y a pas besoin que de parler. On voit aussi quand on rentre dans des stations comment les propriétaires, comment les producteurs parlent à leurs employés. Ça dit beaucoup. Ça, on voit la relation, on voit comment. Tu me contrediras pas, Marc. Quand on rentre dans une station, quand on voit comment on parle aux gens, on sait comment ils sont traités. C'est même pas la peine d'aller regarder les bulletins de paye ou quoi. On sait comment ils seront traités. La gestion de l'eau, donc je travaille beaucoup sur la gestion de l'eau, sur les prospectives, c'est-à-dire les producteurs qui me disent j'ai des puits qui sont certifiés, j'ai des autorisations, j'ai des forages, c'est autorisé. Mais c'est comment on contrôle que dans 5 ans ils auront assez d'eau. Aujourd'hui, il y a un problème majeur en Espagne. Ils doivent faire la déviation d'un fleuve du nord de l'Espagne vers le sud. Il y a des bagarres administratives entre régions, etc. Si ça se fait pas, à terme, par exemple, la région de Murcia, c'est 60% de la production de Murcia qui sera supprimée. 60% de la production de Murcia, ça veut dire que vous avez des centaines de milliers de personnes au chômage. Donc ça va être très dramatique. Mais pour le moment, il se passe rien. Ça bouge pas. C'est toujours au ministère, ça bouge pas. Mais il faudra que ça bouge. Il faudra que les flux aillent du nord vers le sud. Et là, quand je parle d'Espagne, mais on peut dire pareil dans d'autres pays. Il faut que le nord aide le sud. Parce que le sud aide le nord en produisant, mais le nord n'aide pas le sud avec ses ressources. Donc voilà. Et la structuration, ça permet de connaître ça. Quand je dis un audit à 360 degrés, ça veut dire que c'est ça. C'est connaître connaître vraiment tout ce qui se passe en tant que client et en tant que producteur. Donc ça, c'est le détail des audits. Vous voyez, dans les audits, je reviens aussi sur tout ce qui est tout ce qui est gestion du personnel, tout ce qui est le contrôle des flux, la traçabilité des produits, le contrôle des certifications et tout ce qui est environnement. Donc, il y a Marc, tu voudrais peut-être rajouter quelque chose? Au niveau des audits chez les producteurs en Espagne, je voudrais rétablir un peu effectivement une vérité, c'est que c'est toute l'Europe qui a poussé l'Espagne à travailler tel qu'ils ont travaillé dans le sud, à Almeria et à l'Ejido. Et ils ont nourri toute l'Europe et tout le monde était bien content de recevoir des produits d'Espagne. Maintenant, on commence à dire non, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas joli. Certes, maintenant on peut peut-être essayer de faire mieux, mais il faut pas taper sur l'Espagne
notamment sur cette partie agricole qui est finalement très petite par rapport à l'Espagne. C'est une zone qui est minuscule et l'Espagne sait faire beaucoup de belles choses. Donc je suis pas inquiet pour l'Espagne parce que c'est des gens qui ont une grande pratique, une grande connaissance de l'agriculture. Ils sont très professionnels et du fait d'avoir nourri toute l'Europe, ils ont eu des audits de tous les pays d'Europe. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont reçu des auditeurs allemands, des Italiens, des Danois, des Norvégiens, et de ce fait, ils ont mis en place beaucoup de normes qui peuvent rendre jaloux beaucoup d'agriculteurs ailleurs qu'en Espagne. Donc je dirais que la filière en Espagne est une bonne idée parce que ce sont des gens qui ont une culture agricole qui est immense. Merci Marc. Pour finir, moi je voudrais rajouter, en fait, le but de structurer une filière, c'est d'assurer déjà ses approvisionnements. C'est de travailler à long terme et d'assurer ses approvisionnements. C'est de s'assurer que notre producteur sera là demain, après-demain, qui sera là dans 5 ans. C'est aussi se rassurer sur ce qu'on achète, comment c'est produit. C'est rassurer ses clients, parce que quand on est rassuré, quand on sait ce qu'on achète, ce qu'on produit, on peut rassurer ses clients. Et c'est, comme j'ai dit, c'est accompagner les producteurs dans leur développement. Donc tout ça fait partie de la structuration. Écoute, je crois qu'on a terminé. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire? Bonjour et merci beaucoup pour votre duo d'explications. Combien coûte ce genre d'audit pour un producteur qui s'est déjà converti au bio, qui a déjà passé donc les certifications pour être identifié comme agriculteur bio? Si recours à ce genre d'audit, c'est avec quelle fréquence et quel est le coût moyen? Alors, les audits que je fais, ce type d'audits sont des audits privés en fait, qui sont pas obligatoires. Et bien souvent, je suis mandatée par le client. Actuellement, je travaille avec un groupement d'importateurs de distribution en Allemagne de grossistes bio. Et en fait, je suis mandatée par eux pour aller faire des audits. Donc ça fait partie de mon travail sur la traçabilité, sur les analyses de résidus et sur les audits. Donc là, ça ne coûte rien au producteur. Après, si le producteur veut, si par exemple c'est une structure, si je structure du producteur vers le client final, là effectivement, ça fait partie d'un package qui fait partie de tout ce travail de structuration. Mais après, ça va dépendre. C'est moi qui vais fixer le tarif puisque ce sont mes propres audits. C'est moi qui vais fixer le tarif en fonction de l'audit. Un audit à 360 degrés, ça va prendre beaucoup plus de temps qu'un audit qui va être uniquement sur la partie traçabilité ou sur la partie sociale. Mais bien souvent, ce sont les clients qui font cette démarche. Pour pas en rajouter non plus trop aux producteurs, parce que les producteurs. Alors, je suis surprise quand je travaillais en France avec des petits, entre guillemets, producteurs bio, qui peuvent avoir 30 ou 40 hectares ou 50 hectares. Mais quand je leur parle Global Gap, on me dit qu'est-ce que c'est? Alors je leur montre le référentiel, on me dit mais c'est impossible. Je dis non, c'est pas impossible, il faut le faire. Mais il n'y a pas ni cette volonté, ni cette connaissance de le faire. En Espagne, ils ont Global Gap, ils ont IFS, ils ont BRC. On leur dit mais il faut une certification sociale. Allez-y, faites la certification sociale qui coûte 1500, 2000, 3000 euros. Et qui se renouvellent chaque année. Donc on leur demande énormément. En France, c'est vrai qu'on ne demande pas autant de choses. Pour le moment, ça va venir. Mais on ne demande pas autant de choses. Mais c'est vrai que pour le moment, le coût va beaucoup aux producteurs. Donc quand il y a des clients qui peuvent prendre en charge, mais c'est bien. Merci beaucoup. Bon, merci. Les deux. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, de toute façon, Alexandra, tu restes oui, je reste dans là, le coin, oui. je pense. Marc, tu peux rappeler peut-être ton stand, si jamais certains veulent te... C'est le N81. Donc, par là-bas, à peu près. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas si des questions reviennent. Et puis, nous, on va poursuivre le programme avec d'autres interventions sur d'autres sujets. Merci beaucoup.